cinématographique un peu plus tard. Donc déjà, bonsoir à tous. Et puis merci d'être venus si nombreux, même s'il y a des étudiants qui sont donc contraints et forcés d'être ici. Mais merci d'être quand même venus si nombreux, m'écouter parler d'un sujet complexe. Je ne vous le cache pas, en général, on me demande de parler de Talleyrand, de Marie-Antoinette, de Marie-Louise, des sujets classiques, j'ai presque bateau. Là, on me demande de parler d'un sujet. Je n'ai jamais parlé de ce sujet devant un public, c'est plutôt comment j'écris plutôt que sur quoi. Donc c'est un peu acrobatique pour moi, c'est un peu compliqué puisque c'est vous montrer un peu l'arrière-boutique et la façon dont un historien peut faire bouillir ses marmites et trouver des documents, trouver de nouvelles sources, de nouvelles idées. Donc c'est un sujet un peu original, j'espère que ça ne va pas trop vous ennuyer. En tout cas, ça devrait vous permettre, surtout pour les étudiants, de vous permettre de comprendre comment on écrit l'histoire et aussi pourquoi les études napoléoniennes connaissent depuis quelques années un renouveau, un véritable renouveau avec de nouvelles approches et surtout, c'est ça qui m'intéresse moi en tant que conservateur, de nouvelles sources. Alors, s'il fallait donner un fil rouge, j'espère que mon PowerPoint tient la route. Bon, pour essayer de donner un fil rouge, le dialogue entre Napoléon et Lascaz, c'est un peu ce qui me sert de modèle. D'un côté, on a un grand témoin de la Révolution et de l'Empire, hein, il n'y a pas plus grand témoin que Napoléon, donc un grand témoin qui ressasse ses souvenirs, et de l'autre, on a un auditeur qui prend des notes avec l'idée de publier quelque chose qui n'en perd pas une miette, quitte à noter des mensonges. Et on le sait d'ailleurs, Lascaz rajoute des mensonges par la suite. Donc c'est un peu le fil rouge de la conférence, c'est d'ailleurs la couverture du livre que vous verrez peut-être tout à l'heure. Donc cette question des sources m'intéresse beaucoup, je me vois un peu comme un chasseur d'archives, et le métier que j'exerce à la BNF me permet régulièrement de trouver des documents inédits et d'identifier des fonds d'archives qui pendant longtemps, je dirais, ont passé sous le radar des historiens parce qu'ils n'entraient dans aucune des grandes catégories bien identifiées. Alors, les grandes catégories, justement, qu'est-ce que c'est? Je passe un peu rapidement, mais bien sûr, il y a les archives publiques, les grands fonds qui conservent la mémoire des institutions. Pour les historiens de l'Empire, c'est par exemple la sous-série AF4 aux archives nationales, pour le pouvoir exécutif, O2 pour la maison de l'empereur, chère à Pierre Brandat, au service historique de la défense à Vincennes. Vous avez la série GR avec les archives de la Grande Armée. Vous avez des archives départementales pour tout ce qui les papiers émanant des préfectures. Vous avez aussi des grands fonds d'archives privés qui sont des fonds un peu canoniques, les fonds de grands ministres, de maréchaux, Daru, Murat par exemple. Tout ça est très bien balisé, de mieux en mieux connu depuis notamment Jean Tullard, notre maître à tous, et ses élèves qui nous ont ouvert la voie. Donc on a les archives. De l'autre côté, on a les mémoires, donc les grands témoignages, dont beaucoup ont été publiés dans les années 1820, 1830, à une époque d'effervescence mémorielle où la légende napoléonienne se cristallise. On a qualifié cette époque, j'aime beaucoup l'expression, de fièvre des mémoires, avec pendant quelques décennies, oui, des années 1830, 1820, 1830, puis ça reprend un petit peu vers 1900. À cette époque, on a d'abondantes publications de témoignages par des acteurs de la Révolution et de l'Empire, qui sont des témoignages qui passionnent le grand public, mais en corollaire, certains de ces ouvrages sont réécrits, enjolivés et parfois carrément inventés. Et il a fallu des années aux historiens pour apprendre à s'en servir avec prudence, une grande étape ayant été franchie avec la fameuse bibliographie critique des mémoires sur l'époque napoléonienne et ses compléments, notamment par Jacques Garnier par la suite. Alors, il y a un troisième matériau à évoquer, entre les deux, ce n'est pas tout à fait des mémoires, ce n'est pas tout à fait des sources d'archives, mais ça reste un matériau incontournable, canonique. Ce sont les écrits des premiers historiens, notamment Adolphe Thiers, avec son histoire de la Révolution, puis son histoire du consulat et de l'Empire. Il y aurait d'autres historiens du XIXe siècle, les tout premiers historiens de l'Empire qu'on pourrait citer, par exemple Jean-Baptiste Capfig, qui a écrit sur l'Europe sous Napoléon. Il y a Michelet pour l'histoire de la Révolution, bien sûr. On a toujours écrit, mais sans vraiment creuser, que ces historiens étaient très bien informés, et ils passent presque pour des sources primaires, ou en tout cas pour des références absolument incontournables. C'est dépassé, mais on les cite quand même, et il y a des informations que souvent on ne trouve que là et que l'on recite. Alors, pour ma part, j'essaie de situer les sources qui se situent à la croisée de ces trois catégories, à la fois entre les archives, entre les mémoires et entre les travaux d'historiens. C'est un peu compliqué, c'est un peu conceptuel, mais je vais essayer de m'expliquer, de rendre ça le plus clair possible, et que j'espère que vous ne me direz pas à la fin de la conférence, il est complètement frappadingue. Mais
Je me suis rendu compte au fil du temps que cette séparation entre trois catégories est beaucoup plus floue qu'on pouvait le penser et qu'il y a des liens très forts entre les mémoires, les archives, les travaux d'historiens. Il y a un véritable lien plus généralement entre la mémoire et l'histoire. Ça, Pierre Nora nous l'a bien montré. Ce ne sont pas des catégories tout à fait étanches. Et on va simplifier en disant en gros que ce qui m'intéresse, ce sont les archives des historiens et plus largement leur documentation, la façon dont ils travaillent et surtout, et là j'en arrive vraiment au cœur de mon sujet, la part d'oralité dans l'histoire napoléonienne, avec une implication très forte de certains acteurs des événements de la Révolution de l'Empire à l'éclosion de leur propre historiographie. Donc c'est une question qui commence à avoir le vent en poupe. Par exemple, dans la recherche actuelle à l'université, il y a beaucoup de travaux sur les bibliothèques, les archives d'historiens, et je vous montre par exemple ici une capture d'écran. Vous pouvez aller voir sur Internet un programme de recherche autour des archives de Michelet, qui est tout à fait intéressant. Alors, dans bien des cas, sous la Restauration, sous la monarchie de Juillet, c'est la lecture des mémoires qui a commencé à pousser certains témoins de la séquence 1789-1815 à se rappeler certains épisodes. On pourrait appeler ça une sorte de réveil de la mémoire, et beaucoup de ces témoins vont prendre l'habitude de noter des choses, conscients que leurs souvenirs pourront un jour s'avérer utiles ou précieux pour certains. Alors il y a beaucoup de personnages de premier plan qui ont réagi à la lecture d'erreurs ou d'affabulations historiques, en prenant peut-être pour exemple le mémorial de Sainte-Hélène, à nouveau, où Lascaz décrit parfois Napoléon en train de s'indigner à la lecture de certains textes, de certaines brochures qui évoquent l'Empire. Et on retrouve ce postulat de base, donc cette posture un peu critique, par exemple dans les mémoires de la duchesse d'Abrantès, qu'elle affirme vouloir rédiger en réponse à des assertions qui concernent son défunt mari, le malheureux Junot, qu'elle a relevé dans différentes publications des années 1820. Donc il y a de la lecture et l'envie de prendre la plume qui apparaît. C'est d'autant plus vrai que beaucoup de mémoires, comme je vous le disais, sont des forgeries plus ou moins complètes. Alors je ne reviens pas là-dessus, mais vous en connaissez certains. Les mémoires de Bourrienne, qui sont extrêmement retravaillés, ceux du valet de chambre Constant, qui ont le valet de chambre de Napoléon, qui en réalité sont deux textes qui ont été écrits par des teinturiers. On a des exemples également où les mémoires sont complètement inventées. Par exemple, ceux d'Émile Marcot de Saint-Hilaire, le pseudo-page de la cour impériale, qui a écrit des dizaines de livres pour parler de sa proximité avec Napoléon et qui avait, je crois, 3 ans au moment de la bataille d'Austerlitz. Donc évidemment, il n'avait jamais rencontré l'empereur. C'est ce genre d'incohérence qui fait bondir des anciens témoins qui sont conscients que leurs souvenirs ont de la valeur et donc qui vont les noter. Donc là, vraiment, on entre un peu dans ce que je veux vous montrer, ces textes qui ne sont pas forcément publiés, qui sont à la lisière entre la mémoire, le travail de remémoration, et la démarche historique. Je vous montre un exemple. Alors là, c'est un manuscrit, évidemment, de loin, au fond de la salle, vous ne verrez pas grand-chose. Vous me croirez sur parole. C'est le manuscrit, par exemple, ici, de Marc-Antoine Baudot, qui est un ancien député à la Convention, qui va se lancer dans la rédaction de notes sur la Révolution et l'Empire en réaction à la lecture de certains ouvrages écrits par ses ex-collègues conventionnels. Et son idée est de rétablir la vérité sur des points bien précis de l'histoire de la Révolution, notamment l'histoire de la Terreur et sur des points sur Robespierre, des choses qui lui paraissent mensongères, inexactes, et qu'il considère être le seul à avoir compris. C'est assez courant, on est toujours persuadé d'avoir raison. Mais quand vous regardez ici, par exemple, ce texte, vous voyez, première note de lecture en haut de la page, c'est une réaction à la lecture d'un livre de Charles Nodier. Ensuite, réaction à un article dans la Revue de Paris. Donc, comme ça, on a un corpus de manuscrits qui commence à se constituer. Je vous en donne un autre exemple. Les mémoires de Gaillard, l'ancien confident du ministre de la police Fouché, qui est le gardien des archives de Fouché, est poussé à écrire ce qui ressemble à des mémoires, mais que c'est plus une sorte d'opération de remémoration un peu dans le désordre, avec un manuscrit fleuve auquel on ne comprend pas grand-chose, mais il est poussé à écrire ça parce qu'il a lu des choses qui lui déplaisent, et notamment les mémoires de Fleury de Chaboulon, un des secrétaires de Napoléon, pendant les 100 jours. Donc ce sont des textes connus, ces manuscrits, mais du point de vue de la critique des témoignages, c'est pas anodin de savoir pourquoi les auteurs écrivent, à qui ils cherchent à répondre, pourquoi, et de creuser un peu ce point de vue. Et en réalité, on se rend compte que beaucoup de témoins sont conscients d'avoir des choses à raconter. Très vite, ils considèrent que le genre autobiographique, ça n'est pas forcément ce qui va le mieux leur rendre justice, ce n'est pas ce qui va non plus rendre justice à leur histoire. Et très vite, certains témoins de la Révolution et de l'Empire vont se tourner
vers l'histoire avec un grand H, et plus vers l'autobiographie. Et donc les premiers historiens de la Révolution et de l'Empire, en réalité, ce sont des protagonistes des événements qui veulent dépasser leur statut de témoin pour produire des études globales sur la période. En adoptant cette posture de l'historien, c'est pas évident, puisque pour un acteur des événements, l'historien est censé être impartial, est censé faire preuve de recul. Ça n'est pas quelque chose dont on est capable forcément si on a été partie prenante des événements. Et le premier témoin, grand témoin en tout cas, avoir nourri des ambitions d'historien, c'est le baron de Norvins, qui est l'ancien directeur de la police des États romains de 1810 à 1814, donc un haut fonctionnaire impérial qui très tôt s'est reconverti en historien. Alors, il s'est reconverti en historien, il a commencé par publier en 1823 un portefeuille de 1813, qui est un livre donc sur la campagne de Saxe, qu'il rédige grâce aux renseignements et aux papiers fournis par Caulaincourt. Donc ici, on a quelqu'un qui se reconvertit en historien et qui part à la recherche de sources. Donc, j'ai retrouvé une petite partie de ces papiers il y a quelques années à la bibliothèque de l'université McGill de Montréal. C'est tout à fait intéressant et on voit des copies de documents sur la diplomatie de l'Empire, quelques documents d'ailleurs originaux que Caulaincourt lui a donnés ou qu'il a peut-être chippés à Caulaincourt. Il y a également quelques dossiers sur les 100 jours et on comprend donc qu'il a pu travailler grâce à Caulaincourt, parce qu'il est inenvisageable pour un historien de travailler sur la période napoléonienne en 1820-1823 et d'avoir accès aux archives du ministère des Affaires étrangères. Un historien de l'Empire, en pleine période royaliste de la Restauration, on l'aurait mis sans doute dehors. Donc Norvins a reçu de l'aide, et s'il a reçu de l'aide, c'est parce qu'il appartient à une sorte de faction, de cénacle, d'entourage rassemblé autour de Caulaincourt, qui a été grand écuyer de Napoléon et ministre des Relations extérieures, et Caulaincourt considère, à raison sans doute, que Napoléon est le principal responsable de sa chute par son ambition, son refus d'écouter les conseils, un jugement sévère qui, bien sûr, n'empêche pas l'admiration. Donc, on a cette posture très critique adoptée par Caulaincourt et ensuite par Norvins qui ne va pas faciliter sa carrière d'historien, puisqu'il va se mettre à dos une grande partie des rescapés de l'Empire. Et c'est particulièrement intéressant, je trouve, de savoir qui l'a aidé, qui a apprécié son livre et qui l'a détesté. C'est un peu faire l'histoire de l'Empire. Par exemple, Norvins a tenté de contacter Eugène, Jérôme, puis Joseph Bonaparte, en leur demandant de consulter leurs archives, en leur posant des questions, proposant de les interroger, mais à chaque fois, il se fait envoyer paître, puisqu'il a une posture plus critique vis-à-vis de Napoléon. Malgré tout, quelques témoins vont l'aider, notamment le général Mathieu Dumas, et finalement, Norvins va publier en 1827 une histoire de Napoléon, qui est un grand succès de librairie, puisqu'aucune vraie biographie de l'empereur n'est disponible sur le marché à l'époque. On sait que Joseph n'a pas aimé ce livre, que Louis Bonaparte également ne l'a pas aimé, mais on sait que quelques généraux d'Empire, quelques personnes, dont Caulaincourt, l'ont aidé. Donc on peut comprendre un peu mieux comment il a travaillé. Donc on a la faction Caulaincourt. De l'autre côté, on a des témoins qui pensent que Napoléon a plutôt perdu son trône en raison de facteurs extérieurs, et notamment la trahison de Talleyrand, de Fouché, de Marmont. Donc on a une autre école qui se dessine et dont le chef de file, c'est l'ancien ministre Hugues Bernard Maret. Lui aussi, ancien ministre des Relations extérieures de Napoléon, ancien ministre secrétaire d'État. Et Maret va lui aussi fournir des renseignements à certains auteurs, comme par exemple Ponce de Léraud, l'ancien directeur des mines de l'île d'Elbe, qui va écrire un essai assez intéressant sur la fin de l'Empire en 1828. Et Maret va aussi beaucoup aimer le baron Fin, beaucoup aidé le baron Fin, il commence à être tard. Le baron Fin, donc, qui est l'ancien secrétaire archiviste de Napoléon. Le baron Fin va rédiger et publier des ouvrages, ce sont les manuscrits. Il y a un manuscrit de 1812, un manuscrit de 1813, un manuscrit de 1814. Ce sont des livres qui connaissent un succès assez important vers les années 1825-1830. On est à l'époque où la censure royale commence à se relâcher un peu et où on recommence à parler de Napoléon en France. Et on voit même certains articles de la presse royaliste qui se félicitent de voir paraître des récits qui permettent de faire passer Napoléon, comme le disent les royalistes à ce moment-là, de faire passer Napoléon au tribunal de la postérité. Donc c'est cette idée de jugement qui est assez importante. Donc les historiens ont beaucoup cité le baron Fin et continuent d'ailleurs de citer le baron Fin. Il a parfois été critiqué, par exemple, par Thierry Lenz pour son caractère très partial. Mais la plupart des renseignements
du Baron Fin proviennent en réalité de Marais. Ces livres sont donc orientés et doivent être lus en connaissance de cause. Il y a un autre témoin qu'on peut citer, c'est Thibaudeau, qui est ancien préfet des Bouches-du-Rhône, qui avant ça était député à la Convention. Thibaudeau va vouloir écrire sur l'Empire, il se reconvertit en historien, il se lance à la poursuite de documents, il va écrire à Louis Bonaparte, il va écrire au cardinal Fesch, il va écrire à Caroline Murat, il ne va recevoir que des encouragements et pas grand-chose d'autre. En revanche, Joseph Bonaparte lui répond, il lui envoie des réponses à un questionnaire, et Eugène de Beauharnais va relire et annoter apparemment ses premiers chapitres avant de mourir. Donc là, on a des témoins qui s'impliquent dans la réalisation d'un livre sur Napoléon. On n'a pas les archives de Thibaudeau, malheureusement, mais on a quelques indications sur la provenance donc, de ces informations, sur l'état d'esprit qui préside à la rédaction de son travail. Donc il est plutôt favorable à l'empereur, ce qui explique que Joseph veut bien l'aider. Il est influencé parfois par la légende, et cela explique le très bon accueil que la famille impériale réserve à son livre, et savoir à qui il s'est adressé permet aussi de comprendre l'origine de certaines de ces anecdotes, certaines de ces informations sur Naples, sur l'Espagne, sur l'Italie. Ça nous paraît tout de suite beaucoup plus intéressant comme historien aujourd'hui si on se dit que ces anecdotes sur Naples proviennent directement de Caroline, celles sur l'Espagne de Joseph ou celles de l'Italie proviennent d'Eugène de Beauharnais. Donc, là aussi, une perspective un peu critique. On se demande avec qui ils ont écrit, comment, avec quelles informations. Ça devient tout de suite extrêmement intéressant pour des historiens actuels. Autre exemple d'historien qui était un témoin, c'est le baron Bignon. Ah oui, alors pardon, là je vous avais mis une lettre d'Hortense à Thibaudeau qui est une lettre de félicitations, mais j'ai pas réussi à retrouver ma photo. Donc la lettre est transcrite. Alors, pardon, autre témoin, donc le baron Bignon, qui écrit une histoire diplomatique du consulat et de l'Empire, qui sert encore aujourd'hui. Et là, on a une bonne partie de sa documentation. Il a été le premier à être autorisé à consulter les archives des affaires étrangères. Mais il y a également une part d'oralité dans son texte et dans ses notes, puisqu'il a interrogé Talleyrand, il a interrogé Marais, il a interrogé Caulaincourt, il a interrogé plus tard la duchesse de Dinaud, la nièce de Talleyrand. Donc Bignon se met en avant dans ses écrits comme témoin, ce qui lui permet d'affirmer à ses lecteurs qu'il comprend mieux les documents que les autres, que son analyse était meilleure parce que lui a vu les choses de l'intérieur. Et dans le même temps, puisqu'il consulte à la fois Caulaincourt et Marais, il essaye de faire la synthèse, de mettre les différents partis d'accord en ne cachant rien des erreurs de Napoléon qu'il est loin d'idéaliser. Mais là, avec les papiers de Bignon, on a quand même des notes qui sont assez intéressantes, et des notes notamment de compte-rendu d'entretien. Donc, dans les archives d'historiens, on trouve des choses qu'on ne trouve pas ailleurs. On comprend mieux certains anciens travaux historiques, et on trouve parfois des témoignages, des notes de lecture que des historiens ont pu rassembler au fil du temps. Dans les fonds d'archives, par exemple, on peut trouver des choses inachevées. Ici, par exemple, je vous montre les papiers d'Agar, l'homme de Jean-Michel Agar, qui est l'ancien homme de confiance de Murat. À la fin de sa vie, il tente d'écrire une biographie de Murat. Il veut devenir historien. Il collecte des archives, il collecte des témoignages sur Murat. Ça forme une masse de documents absolument passionnants, avec des notes, des anecdotes, des confidences sur Murat qu'il recueille à droite à gauche, notamment auprès de Caroline, et ça nous fait regretter que Agar soit mort trop tôt, puisqu'il ne termine jamais son livre, on n'a que ses notes, c'est bien dommage, d'autant plus qu'on sait qu'Agar commence à remettre en question ce que Napoléon a pu dire dans le mémorial de Sainte-Hélène sur Murat, donc il commence à vouloir faire véritablement de l'histoire en faisant preuve d'esprit critique. Mais là, avec ces papiers Agar, tout comme avec les papiers Bignon, on a un bel exemple de fonds d'archives d'historiens où on trouve des documents, des sources à exploiter. Alors justement, je vous parlais de l'esprit critique dont fait preuve Agar. Justement, à la limite entre les mémoires, les autobiographies et les livres d'histoire, il y a aussi toute une catégorie de documents qui sont méconnus, qu'on peut appeler globalement des notes critiques. On a beaucoup de témoins qui vont écrire de très brefs textes historiques dans le but de réfuter des auteurs, des mémorialistes qui leur paraissent enjoliver la réalité, ou au contraire, pour défendre la mémoire de l'empereur, pour se dédouaner face à la postérité, pour défendre leurs propres faits et gestes. Donc on a des brochures polémiques qui donnent souvent des détails extrêmement intéressants sur certains grands événements.
Par exemple, au moment de la parution des mémoires de Savary, là aussi Thierry Lenz le sait bien, on a toute une floraison de brochures qui vont paraître, qui sont des brochures de réfutation, soit pour l'affaire du duc d'Enghien par exemple, soit pour sa description de la bataille de Marengo, comme vous avez ici. Donc on a ces brochures critiques qui sont des petits témoignages, ce ne sont pas des mémoires, ce ne sont pas des autobiographies, ce sont des textes critiques, mais ils sont extrêmement riches en informations. Autre exemple avec les mémoires de Bourrienne, qui sont apparemment tellement bourrés d'erreurs que eh bien, 2 volumes de réfutation paraissent en 1830, c'est quand même assez conséquent. Et dans ce démenti, on retrouve des textes de Gourgaud, de Menneval, du général Belliard, de Joseph Bonaparte. Donc c'est là aussi un ensemble de témoignages, de réfutations, de notes critiques qui sont assez intéressants et qui montrent qu'il y a des tensions entre les différents témoins. Ils sont à la fois des gardiens de la mémoire, ils continuent également de vieilles disputes, de vieilles querelles, d'anciennes rivalités. Je vous ai parlé tout à l'heure de la rivalité entre Caulaincourt et Maret au sujet de l'interprétation de la fin de l'Empire, mais parfois ce sont des chamailleries plus futiles, plus anciennes. Donc ils continuent en réalité, par ces critiques de mémoire, ils continuent des rivalités assez anciennes. Donc, en somme, entre les mémorialistes et les témoins reconvertis en historiens, on voit que beaucoup de monde se chamaille, et quand on se chamaille, l'histoire napoléonienne risque de tourner en rond. L'histoire tourne en rond, que fait-on? Il faut trouver d'autres historiens, et des historiens plus jeunes. Dans les années 1820, on a une nouvelle génération d'historiens qui apparaît, qui n'ont joué aucun rôle sous l'Empire. Les archives publiques ne sont pas encore disponibles. On a le Moniteur, donc le journal de l'époque. On a le Mémorial de Sainte-Hélène. Mais autrement, les jeunes historiens n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent. Ils n'ont pas de souvenirs à eux, ils n'ont pas le réseau forcément, donc ils vont devoir se constituer un réseau d'informateurs pour les éclairer. Donc là, je vous montre 2 photos rapidement des archives d'Alphonse de Beauchamp, qui a travaillé sur les campagnes de 1814 et de 1815, qui a travaillé également sur la campagne d'Espagne. Et dans cette documentation, on a des copies d'articles de journaux, de publications officielles, par exemple des proclamations, des affiches. On a également des récits qui lui sont envoyés par certains contemporains qu'il réussit à contacter. Par exemple, ça m'avait beaucoup intéressé à l'époque, mais sur les 100 jours, Beauchamp va récupérer plusieurs témoignages de maires de différentes villes traversées par Napoléon au moment du vol de l'Aigle en 1815. Donc on a des témoignages directs qu'il n'a pas vraiment utilisés dans son livre, qui sont donc inconnus, de personnes qui ont rencontré Napoléon, qui l'ont vu passer, et ça figure dans ses archives. Donc c'est un assemblage de textes inédits sur les 100 jours, sur le début des 100 jours, qui est tout à fait intéressant. Donc là, vous voyez un premier historien qui n'a pas de documentation et qui essaie de se constituer un réseau en allant à la chasse aux confidences, j'ai presque envie de dire à la chasse aux témoins ou à la chasse aux vieillards. Un autre exemple très important avec Walter Scott. Walter Scott qui décide en 1825 d'écrire une grande biographie de Napoléon, qui comprend très rapidement que les archives en France ne sont pas encore consultables. Un Anglais qui veut écrire une biographie de Napoléon, les archives du royaume lui rient au nez. Walter Scott est très embêté, il a besoin de ses droits d'auteur, il est prêt à tout, donc il va jusqu'à passer des annonces dans les journaux pour demander à des personnes ayant connu Napoléon de le contacter. Du côté britannique, il peut consulter les archives. Pour ces chapitres relatifs à l'île d'Elbe et à Sainte-Hélène, il peut consulter des manuscrits qui recopient, qui sont dans ses archives à Édimbourg. Mais pour le reste, pour le consulat, pour l'Empire ou même pour la Révolution, il part en direction de la France avec, c'est ce que vous avez à l'écran, une liste de personnes à interviewer que lui fournit le consul de France à Édimbourg, qui connaît un peu Paris. Walter Scott donc voyage, et on voit dans son journal, on voit dans ses archives également qu'il arrive à rencontrer certains témoins de l'Empire et à les interroger. Et on retrouve par exemple dans ses archives un récit d'une rencontre avec le maréchal Macdonald qui lui raconte l'abdication de Napoléon en 1814. Donc là aussi, un récit inédit, consigné par un historien, des souvenirs d'un témoin. Donc vous voyez, l'histoire napoléonienne, à ses débuts, c'est une histoire de mémoire, de remémoration, et c'est une sorte d'enquête orale, parfois à très grande échelle. La bataille de Waterloo va faire l'objet de plusieurs enquêtes orales dans les années 1840. La première est menée par Grouchy,
qui cherche à se justifier de son rôle lors de la bataille et qui va collecter des témoignages de ses anciens aides de camp pour tenter de se justifier de sa conduite le jour de Waterloo. Donc il rêve de faire un livre et finalement on retrouve, un peu éparpillé, mais on retrouve des différents témoignages qu'il collecte. On a un autre exemple, je peux vous citer l'enquête de William Seaborn, qui est un ancien officier, un historien. Il est anglais, personne n'est parfait, mais Seaborn va collecter plus de 700 témoignages sur Waterloo qui sont conservés à la British Library de simples soldats, de généraux et de personnages quand même de premier plan comme Jérôme Bonaparte qui se plie au jeu de l'interview ou du général Bertrand. Donc là, ça vous fait un corpus quand même de 700 témoignages sur Waterloo qui sont loin d'avoir tous été publiés. Donc vous voyez, l'histoire napoléonienne au début, c'est beaucoup une enquête orale. On sait que beaucoup d'historiens interrogent les témoins, on ne sait pas forcément qui, et ça aussi c'est une forme d'enquête qui est assez intéressante, comme des témoins tout à l'heure qui s'étaient reconvertis en historiens et qui commençaient à interroger autour d'eux. Les jeunes historiens n'ont pas de réseau, mais ils essaient de rencontrer du monde. On n'a pas forcément les archives, mais on a des notes de bas de page. Par exemple, pour son livre sur l'histoire de l'Europe sous le Consulat et l'Empire, Capfig, cet historien que j'apprécie beaucoup, précise dans ses notes de bas de page à qui il a interrogé. Par exemple, Pozzo di Borgo pour certaines informations, le diplomate anglais Charles Stewart pour d'autres, le général Belliard, Talleyrand pour certaines, et les renseignements qu'il récupère auprès de ces individus lui permettent de rédiger une analyse de la diplomatie napoléonienne à la fin de l'Empire. Pour la partie militaire, il note dans une note de bas de page qu'il s'en remet beaucoup au général Jomini, qui est un admirateur de l'empereur, mais qui est aussi extrêmement critique de l'empereur. Donc là, même si on n'a pas les notes de travail, on voit à qui Capfig s'adresse, quel est son réseau social, et c'est tout à fait intéressant parce que ça explique comment son propos, son analyse peut être parfois orientée. On a un peu la même chose avec Mignet, Mignet qui est le grand ami de Thiers, Mignet qui est auteur d'une importante histoire de la Révolution, et Mignet explique dans son introduction, dans ses notes de bas de page, qui lui a fourni des souvenirs pour qu'il puisse écrire son histoire de la Révolution en l'absence d'archives, et il a bénéficié des conseils de Lafayette, de Talleyrand, de Daunou, de Royer-Collard, de Manuel, de Benjamin Constant, du général Miolis et même du chansonnier Béranger. Donc on sait quelles sont les sources utilisées par Mignet. On retrouve également quelques papiers avec Michelet qui travaille sur l'histoire de la Révolution. Alors Michelet préfère les archives. Il se méfie de la mémoire des vieillards. Ils se disent parfois, ils perdent un peu la mémoire, ils peuvent raconter n'importe quoi, mais quand même, il interroge certains témoins. Il va rendre visite par exemple à Élisabeth Lebas, la fille du logeur de Robespierre. Il va fréquenter Daunou, ancien conventionnel qui est devenu directeur des archives du royaume, Lacanal, un autre ancien conventionnel. Il va rencontrer également Maret, l'ancien ministre de Napoléon. Il va enfin rencontrer Alexandre Rousselin de Saint-Albin, l'ancien secrétaire de Barras. Et donc là, je vous ai mis en illustration cette petite étiquette rescapée dans les papiers de Michelet où on voit écrit témoignages verbaux recueillis aux archives sur l'époque de Napoléon. Témoignages verbaux recueillis aux archives. C'est intéressant parce que les vieux témoins de l'Empire traînent aux archives du royaume. Ils se rencontrent entre eux autour de Daunou et donc ils retrouvent des archives orales au milieu des archives papier. Donc là, on a un très bel exemple. Il y a un autre exemple intéressant, je trouve, dans le fond de Lamartine qu'on connaît comme poète, mais qui est aussi historien et dont les archives sont très riches. Et ces archives permettent de comprendre comment il a écrit. Il a reçu beaucoup de lettres au fil de sa carrière. Au moment où il écrit son histoire de la Restauration, où il traite des 100 jours, au moment également où il écrit son Histoire des Girondins, publié en 1847, et on sait donc qui Lamartine va interroger, avec qui il va correspondre, et on sait que Lamartine a parfois du mal à amadouer certains témoins extrêmement âgés, notamment Lamartine interroge Joseph Souberbiel, qui est l'ancien médecin de Robespierre, qui a 87 ans et qui va se prêter au jeu de l'interview pendant 4 heures. On sait la date, le 27 février 1845, et Lamartine en ressort extrêmement impressionné. Il a eu l'impression de faire un voyage dans le temps en rencontrant quelqu'un qui a connu Robespierre, mais quand même, il note de l'autre côté que Souberbiel était tout content que quelqu'un s'intéresse à lui, lui pose des questions, qu'il puisse, grâce à lui, se replonger dans sa jeunesse. Donc il y a finalement ces donnant-donnant. L'un recueille des informations et l'autre se fait plaisir en se souvenant de l'époque merveilleuse de Robespierre. Donc preuve
Preuve de l'intérêt de ces notes d'historien, on peut aussi citer un autre dossier, je ne vous ai pas pris la photo, mais le dossier de Lamartine pour son histoire du directoire, qu'il n'a jamais commencé à écrire, mais il a commencé à rassembler de la documentation. Et il a apparemment rencontré Adrien de Plancy, qui est un ancien préfet de l'Empire, qui avait connu Barras. Et Plancy est interrogé par Lamartine, et il rédige ensuite pour lui un témoignage inédit sur le directoire et sur Barras, juste avant de mourir. Et il l'envoie à Lamartine, et Lamartine n'en fait rien, mais le texte figure quand même dans les archives de Lamartine. Donc des historiens à la chasse aux témoignages, à la chasse aux sources, et qui constituent des fonds d'archives qui sont, pour nous, pour moi, pour d'autres historiens actuels, de véritables bases de données où on peut trouver des informations inédites et souvent extrêmement intéressantes. Il y a cette même démarche de chasse aux témoignages, on la retrouve chez Thiers. Adolphe Thiers, je vous en parlais tout à l'heure, pour son histoire de la Révolution et son histoire du consulat et de l'Empire, il a beaucoup recours à la mémoire et aux confidences. Il commence par interroger le baron Louis, le général Foy, Lafayette, Jomini, Barère. À partir des années 1830, quand il commence à gagner en importance, il peut interroger Talleyrand, Molé, Soult, Mortier, Sébastiani, Molitor, Gouvion-Saint-Cyr, Pellet, Bertrand, Mouton, Drouot, Menneval et même le chancelier Metternich, que vous avez ici à l'écran. Donc vous voyez quand même du beau monde qui va répondre à ces questions, et donc leurs informations se retrouvent dans son livre. Thiers a beaucoup dépouillé les archives, mais il a également passé 40 ans à arpenter les salons et à interroger des personnes qui avaient connu Napoléon, et ça se retrouve beaucoup dans son travail. Ça se retrouve d'autant plus dans son travail que dans les années 1850, Thiers, qui est quand même très associé à la monarchie de Juillet, se rend compte qu'il n'est plus aussi bienvenu aux archives qu'il ne l'était à l'époque de Louis-Philippe. Et pendant quelque temps, Thiers va être complètement dépendant des témoins. Ça se ressent beaucoup, curieusement, dans la fin de l'histoire du consulat et de l'Empire. Il a beaucoup recours, notamment à Marmont. Le maréchal Marmont, dans les tout derniers mois de sa vie, répond à ses questions et lui fait lire le manuscrit de ses mémoires. Ça se retrouve bien dans l'histoire du consulat et de l'Empire. Et évidemment, Thiers se repose beaucoup pour les analyses sur la diplomatie de la fin de l'Empire sur Metternich, qui va lui fournir des informations malgré tout extrêmement partiales. Donc c'est là que ça devient intéressant. On se rend compte que ces témoins ont quand même beaucoup influencé son œuvre dans les petits détails, donc des confidences qu'on retrouve, mais également dans les grandes analyses. Et on peut se dire, par exemple, que Metternich se fait écho de Talleyrand quand il cherche à montrer que Napoléon est le principal responsable de sa chute. Mais on voit aussi que Thiers va beaucoup charger dans son récit de la bataille de Waterloo, Ney et Soult, afin de dédouaner l'empereur et de prouver que son génie militaire était intact au moment de Waterloo. Et là, Thiers suit beaucoup ce que lui disent le général Flahault et Jérôme Bonaparte, qui est toujours vivant et avec qui Thiers échange jusqu'à l'extrême fin de sa vie. Donc les lettres reçues par Thiers contiennent quelques anecdotes, mais elles montrent aussi avec qui Thiers avait des entretiens réguliers pour écrire son livre. Alors, autre historien extrêmement dépendant des sources orales, beaucoup moins connu, Pierre-Nicolas Rapetti, qui va publier en 1858 un livre sur la défection de Marmont en 1814. Il va recevoir l'aide du général Pellet, ancien aide de camp de Masséna, devenu directeur du dépôt de la guerre, et Pellet a passé des années à accumuler des archives, à recueillir des témoignages sur les campagnes impériales. Donc Pellet, à lui seul, est une sorte de source vivante. Et Rapetti, d'ailleurs, le qualifie de relique dans son ouvrage. Il est conscient d'être face à un des derniers témoins de cette époque et face à une personne qui peut lui donner des renseignements que personne d'autre n'a, parce qu'il n'a évidemment pas tout noté, sinon c'est pas drôle. Et le vieux général, malgré tout, est loin d'être objectif et il instrumentalise un peu Rapetti. Grâce à Rapetti, Pellet peut continuer à critiquer la trahison du général Marmont dans tout un volume. Donc on voit, je vous parlais des querelles qui opposent les différents témoins entre eux, et là on voit des historiens qui commencent à être instrumentalisés par des vieux témoins très âgés pour continuer des vieilles querelles, y compris par-delà la tombe. Donc malgré tout, quand même, ces informations que délivrent les témoins ne sont pas inintéressantes, et à un certain moment, on peut même dire que l'interview, peut-être même la traque des vieux témoins, va devenir une sorte de sport que pratiquent des historiens pour le plaisir d'interviewer, pas forcément pour écrire des livres, mais pour le plaisir de collectionner des témoignages
Alphonse Sollard avait publié il y a une centaine d'années le compte-rendu d'un entretien de Barrère, interrogé en 1840 par un ancien cousin de Carnot, qui avait réussi à l'amadouer. Et Barrère, dès qu'on le pousse, parle très volontiers de Robespierre, de Barras, de Sieyès, de Danton, de Saint-Just, qu'il est un des derniers quand même à avoir connu. À Poitiers, je vous donne un autre exemple, un historien local qui s'appelle Jules Richard. Jules Richard qui s'amuse à la fin de sa vie à interroger l'ancien conventionnel Piori, Piori, âgé de 83 ans en 1841, et qui très volontiers se prête au jeu de l'interview. Et donc là, on voit qu'il y a ce plaisir de l'interview, il y a peut-être aussi une sorte de fascination, on rencontre des grands témoins, on rencontre des personnes qui ont vu les choses de leurs propres yeux, il y a un côté un peu mystique finalement dans ce plaisir de l'interview, et c'est ce que l'on retrouve par exemple dans les sculptures de David d'Angers. David d'Angers, le grand sculpteur qui est fasciné par les vieillards, on le voit dans ses carnets de notes, il adore les rides, il adore dessiner les rides, il a dessiné et sculpté beaucoup de vieux révolutionnaires et il les a également interrogés. Par exemple, Barrère, qu'il a bien connu, il le dessine, il fait son portrait en médaille, il l'interviewe et même il édite à la fin ses mémoires. Donc finalement, de sculpteur, il devient lui aussi un peu historien. Autre exemple à citer, un historien qui est complètement oublié aujourd'hui, qui s'appelle Albert de Laponneraye, qui est un grand passionné de la Révolution française. Et Albert de Laponneraye va réussir à retrouver Charlotte Robespierre, la sœur de Maximilien, dans ses dernières années. Il va lui apporter une aide financière, il va l'interroger jusqu'à la fin de sa vie, et il va publier après sa mort et probablement écrire à partir de leurs entretiens ses mémoires, donc les mémoires de la sœur de Robespierre, qui paraissent en 1834. Donc il y a le plaisir d'interroger des vieillards, et cela finit par susciter finalement à la fin de nouveaux textes et même de nouvelles vocations d'historiens. Par exemple, pour la fin de la monarchie de Juillet, il y a une amitié qui va naître entre Noël Parfait, qui est un jeune républicain, et le vieux conventionnel Sergent Marceau, qui a 96 ans. Et à 96 ans, Sergent Marceau va raconter des anecdotes sur la Révolution à Noël Parfait. Il va lui résumer sa propre existence. Donc il y a des lettres, il y a des comptes rendus d'entretien. Et finalement, Parfait peut rédiger, après la disparition de Sergent Marceau, une brochure biographique. Donc on a la biographie du bonhomme grâce aux confidences qu'il a données. Et finalement, des années plus tard, en 1893, Noël Parfait réalise le rêve de Sergent Marceau, qui est de publier une grande biographie du général Marceau. Donc là, c'était le rêve, ce que Sergent Marceau n'avait pas pu faire. Il n'avait pas réussi à publier une biographie de son beau-frère. Un autre exemple de rencontre un peu mystique, celle d'Hippolyte Larraine. Donc là, c'est le fils du chirurgien de la Grande Armée qui est ressorti absolument fasciné de sa rencontre avec Madame Mère en 1836 à Rome, pas longtemps avant sa mort. Et il se jure, après l'avoir rencontrée, qu'un jour, il écrira sa biographie, comme Laetitia De Witt l'a fait l'année dernière. Et finalement, la biographie de Madame Mère par Hippolyte Larraine va paraître avec les souvenirs qu'il a pu avoir des entretiens, mais également bien sûr beaucoup de lectures, mais cette biographie ne paraît qu'en 1892. Donc on voit finalement que ces rencontres avec des témoins, que ces souvenirs, ces confidences ont une influence sur les travaux d'historiens quasiment jusqu'au XXe siècle. Donc je vous disais que c'est un sport que d'interviewer des témoins de la Révolution et de l'Empire. On retrouve par exemple dans le magasin pittoresque des anecdotes de ce genre, des articles comme ici une visite au chasseur de Napoléon, donc c'est Novraz qui était à Sainte-Hélène avec Napoléon, donc ça c'est un numéro du magasin pittoresque de 1840. On a également dans la revue de l'Empire, qui est une sorte d'ancêtre de la revue du souvenir napoléonien, qui paraît de 1842 à 1846, toute une série de comptes rendus, de visites, d'interviews à d'anciens grognards, à d'anciens serviteurs de la famille impériale. Donc c'est un peu des anecdotes par le petit bout de la lorgnette, mais ça montre cette fascination pour la parole des témoins recueillis vraiment de leur bouche. Alors tous ces témoins ne sont pas forcément bienveillants avec les jeunes historiens, parfois certains se font envoyer paître, certains se font, comme je vous le disais, manipuler, et certains sont absolument pas sympathiques du tout. Et par exemple, dans les archives de Lamartine, dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure, on retrouve de nombreuses lettres rectificatives, qui sont en réalité souvent des lettres d'insultes, de témoins qui lui livrent leur propre version de l'histoire en lui demandant de modifier son livre. Principalement, il a beaucoup de lettres de reproches pour son histoire des Girondins. Par exemple, dans les archives de Lamartine, on retrouve tout un dossier de lettres concernant
la fuite de Louis XVI et de Marie-Antoinette à Varennes en juin 1791. Donc toute une série de témoignages de personnes qui ont connu des habitants de Varennes, qui étaient présents à Varennes, et notamment ici de la fille du procureur de Varennes, fille de Monsieur Sauce, donc le procureur de Varennes qui a arrêté Louis XVI. Et on a le récit de Madame... donc de la fille du procureur, qui restitue le discours de Louis XVI au moment où il se fait arrêter. Donc ça, c'est assez intéressant. On voit que Lamartine n'en a absolument rien fait, mais peut-être qu'il était, probablement qu'il était un peu blasé de recevoir continuellement des lettres lui demandant de rectifier son livre. On voit que certains témoins, parfois, sont extrêmement vexés par ce qu'ils lisent chez des historiens, et ils font à nouveau paraître des brochures rectificatives. Certaines peuvent être assez longues. L'histoire du consulat et de l'Empire de Thiers suscite ainsi de très nombreuses brochures, par exemple par le général Tarrère, le général Zaluski, le duc de Bellune, la princesse Alexandrine Bonaparte, la veuve de Lucien Bonaparte. Donc on a comme ça toute une série de brochures. C'est la même chose pour Lamartine. Pour son histoire des 100 jours, on peut citer la brochure du major Germanowski, qui lui envoie d'abord des lettres de protestation, puis ensuite il rend ses reproches publics car Lamartine ne lui a jamais répondu. Il y aurait sans doute beaucoup de brochures encore à citer sur des épisodes polémiques comme le 10 août 1792, la bataille de Waterloo, la prise de la Bastille. Et souvent, ces brochures polémiques comme celles que je vous montre, ce sont des récits très détaillés, des souvenirs, mais ça sert à alimenter des querelles historiographiques sur des petits points de détail. Mais ça reste des sources qui sont quand même intéressantes. C'est difficile de lister tous ces textes critiques. Il n'y en a pas de bibliographie comme on a une bibliographie des mémoires de l'Empire, mais si on consulte le catalogue de la BNF, par exemple, on voit que le terme réfutation apparaît dans 1596 ouvrages publiés au XIXe siècle. Alors, ce ne sont pas que des ouvrages qui parlent de Napoléon ou de la Révolution, bien sûr, ça peut être des réfutations sur plein de choses, des querelles pour de la littérature, pour de la médecine, que sais-je, mais c'est quand même un corpus assez conséquent. On a à peu près 1500 également ouvrages avec protestation ou 1500 avec observation. Donc on voit que la littérature polémique au XIXe siècle, c'est quelque chose d'extrêmement riche. Ça ne se limite pas à l'histoire et aux mémoires, mais ça nous fait quand même un corpus, un gisement potentiel de brochures, de plusieurs dizaines ou peut-être plusieurs centaines de brochures qui critiquent des points sur des historiens. Donc ce sont là aussi des témoignages, des sources qui sont sans doute tout à fait exploitables par les historiens actuels. Il y a d'autres critiques qui sont plus importantes encore, ce sont celles que les témoins vont garder pour eux. On n'envoie pas forcément des lettres d'insultes à Lamartine tous les jours. On ne fait pas forcément publier tous les jours des brochures contre Thiers ou contre Lamartine. Parfois, on ronchonne dans son coin. C'est le cas de l'ancien député aux États généraux Théodore de Lameth, qui va passer des années à lire tout ce qui paraît sur la Révolution, l'Empire, et il consigne tous les souvenirs qui lui reviennent dans ses papiers, avec l'idée, il le note quelque part, qu'un jour, ces notes pourront peut-être servir à quelqu'un, mais pas lui, parce que lui a déjà écrit ses mémoires sur la Révolution, et ce qui lui revient à l'esprit après, eh bien, ça forme un matériau un peu informe, mais qui peut peut-être servir. On retrouve un autre exemple avec Louis Bonaparte, ancien roi de Hollande, dont on dit souvent qu'il a laissé des mémoires inachevées. En réalité, ce qu'on appelle ses mémoires, c'est un court texte rédigé en 1827 où il compile des remarques critiques sur certains livres qui évoquent son frère, le tout formant un texte assez aigri, donc des tout premiers historiens de l'Empire qui ne lui ont pas plu. Il critique pêle-mêle une dizaine d'auteurs, il y entremêle parfois quelques anecdotes personnelles, et l'ensemble forme aussi une source un peu hybride. C'est pas des mémoires, c'est pas un travail d'historien, c'est un travail de critique, mais également un peu un travail de remémoration. Donc oui, une source hybride à part, mais tout à fait intéressante. Autre exemple que je vous montre, auquel je tiens beaucoup, l'ancien préfet de l'Empire, Prosper de Barante, a rédigé 605 pages d'annotations critiques historiques sur les œuvres de l'historien Capfig dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il lit l'histoire du consulat et de l'empire de Capfig et il annote donc 605 pages, puisque la lecture lui fait remonter des souvenirs, il repère des erreurs ou des choses qui ne lui paraissent pas justes chez l'historien, et il veut donner sa propre version des faits. Donc il y a par exemple une dizaine de pages sur sa rencontre avec Napoléon en janvier 1813, au moment où il croise Napoléon, et là on est vraiment à nouveau à la frontière entre l'autobiographie, la critique,
Et ces notes devaient fournir le matériau de base pour ces mémoires, mais ceux-ci sont restés inachevés. Ce sont des notes inédites, donc c'est vraiment un travail de critique, mais extrêmement précieux pour les historiens. Je vous ai mis ici, si vous arrivez à lire, en photo, une anecdote qu'il rapporte, tout à fait intéressante, donc sur Marengo. Autre exemple que je vous montre, ce sont les archives du chancelier Paquier, dont les mémoires ont été achevées en 1848. Paquier, en 1848, se retrouve mis sur la touche par la Révolution. Il lui reste 15 ans à vivre. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lire des ouvrages sur la Révolution et l'Empire et il va prendre tout ça de notes. Donc c'est quand même beaucoup. Il n'a pas envie de retoucher son manuscrit parce qu'il l'a relié. Il est prêt à être publié à titre posthume. Il n'a pas envie quand même de perdre certaines informations qui lui reviennent à l'esprit quand il lit certains travaux d'historiens. Et ces notes font entre 10 et 150 pages manuscrites à chaque fois. Donc on a tous ces volumes conservés par ses descendants dans leur château en Normandie. Et on voit, comme je vous le disais un peu tout à l'heure, il est ravi de lire des ouvrages d'historiens sur la Révolution et sur l'Empire parce que ça lui réveille sa propre mémoire qui commence à s'effilocher, ça lui donne une occasion de se replonger dans son passé. Et je vous cite par exemple ce qu'il écrit à l'occasion de la publication d'un livre sur la captivité de Louis XVI et de Marie-Antoinette au Temple. Ça m'a beaucoup intéressé quand je l'ai vu. Je dis et redis 1000 fois le plus grand des merci pour l'occasion qui vient de m'être fournie de reporter ma mémoire, de me replacer tout entier au milieu des funestes jours dont le spectacle m'est encore une fois retracé. Donc vraiment, il revit les événements tout en les lisant. Et Paquier, vraiment à la toute fin de sa vie, note absolument tout ce qui lui passe par la tête. Et son idée, c'est de laisser aux historiens du futur le plus de renseignements possible, parce qu'il a fini par comprendre, par ses lectures, que les temps ont beaucoup changé, que les hommes ne sont plus les mêmes qu'à l'époque de sa jeunesse, et que ce qui paraît évident à quelqu'un comme lui, lui qui est né sous Louis XV, n'est plus forcément évident pour quelqu'un qui vit sous Napoléon III. Donc ça, c'est très intéressant. Il comprend que le monde a changé et il veut noter tout ce qu'il sait de son monde avant que ça disparaisse. Alors par exemple, ici je vous montre un exemple de ces notes critiques, donc c'est bien écrit, hein, c'était mis au net par un secrétaire. C'est une note sur l'histoire des Girondins et des massacres de septembre d'Adolphe Granier de Cassagnac, qui est un livre de 1860, qui est peut-être un peu oublié aujourd'hui, et sa note s'ouvre par un constat fort simple. Il est le dernier témoin oculaire des massacres de septembre, il est le dernier encore vivant, il est le dernier à pouvoir en parler, et ça lui confère une sorte de responsabilité morale, celle de témoigner vraiment jusqu'à la fin de sa vie. Hop. Autre exemple, Paquier finit par admettre dans un de ses volumes où il parle des dangers de l'autobiographie, il évoque sa lecture des Confessions de Rousseau, des Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, il finit par conclure qu'il a achevé en réalité ses mémoires trop tôt et ses notes de vieillesse sont là pour rectifier le tir et lui donner l'occasion d'instruire la postérité sur des faits, des épisodes méconnus qui lui sont revenus en mémoire et qu'il relate en essayant, alors ça il fait de son mieux, il le dit, il n'y arrive pas toujours, mais il essaye de faire preuve d'une objectivité d'historien en critiquant des analyses de certains historiens, mais il va y entremêler des souvenirs ou des informations que parfois lui fournissent certains de ses proches. Donc là aussi, vous voyez, on est à la frontière entre la mémoire et la critique, avec des textes extrêmement touchants, puisqu'il note à un moment qu'il n'a qu'une hâte, c'est de lire le prochain volume de l'histoire du consulat et de l'Empire de Thiers. Il a peur de mourir avant que le dernier volume paraisse. C'est un peu comme son feuilleton. C'est quasiment, pour lui, c'est comme Netflix. Il veut savoir ce qui va se raconter. Alors, sous Napoléon III, effectivement, Paquier extrêmement âgé, les témoins commencent à se faire un peu rares. C'est normal, surtout les témoins de la Révolution. Donc les historiens vont se mettre à solliciter des témoins de seconde main, des fils d'eux, des neveux d'eux, ceux qui étaient enfants ou adolescents sous l'Empire, parfois également les veuves qui ont tendance à vivre plus longtemps que leur mari. Et on peut citer par exemple Sainte-Beuve pour ses portraits dans les fameuses causeries du lundi de grands personnages de la Révolution de l'Empire. Il interroge des familles. Il interroge la famille de Sieyès, la famille de Daru, la famille du comte Siméon, un ancien ministre du roi Jérôme. Il interviewe la maréchale Marmont, qui a plus de nez, qui a un faux nez en argent. Et le seul témoin qu'il peut fréquenter, mais il a presque 100 ans à ce moment-là, c'est le général Jomini, dont il fait publier la biographie à la toute fin du Second Empire. Et Jomini meurt et Sainte-Beuve meurt juste après. Donc on a des témoins de seconde main et on a quelques derniers témoins qui s'accrochent. Et pour quelques historiens, on se rend compte qu'ils ont carrément arraché des confidences à des témoins presque sur leur lit de mort, comme
Alfred Nettement, auteur d'une histoire de la Restauration, donc c'est un historien plutôt légitimiste. Il écrit à la fin des années 1850 et jusqu'aux années 1860, mais le fond de sa documentation, dans ses volumes consacrés au consulat et l'Empire, ça provient, il l'admet lui-même, de ses conversations avec des témoins très très âgés. Par exemple, la comtesse Dupont, la veuve du vaincu de Bailène, qui va lui récapituler tous les griefs de son mari à l'encontre de Napoléon. Hyde de Neuville, ancien agent de Louis XVIII, qui va lui parler des négociations entre Bonaparte et Cadoudal en 1800. Donc il l'interroge en 1860, donc presque 60 ans après les événements. Et de ces témoignages, et notamment parce qu'il a interrogé des vieux royalistes qui s'accrochent à la vie, sans surprise, Alfred Nettement va tirer une image extrêmement négative du consulat. Donc c'est parfait pour alimenter la légende noire. Donc vous voyez là une sorte de patronage par des témoins extrêmement âgés qui vont plutôt fournir des documents, des témoignages pour un historien qui n'est pas fan de Napoléon. Autre exemple, par contre, d'un admirateur de Napoléon, c'est Albert Ducasse, jeune officier qui va devenir l'éditeur des papiers du prince Eugène, de Joseph Bonaparte, de Jérôme Bonaparte, et justement, il se place sous la protection de Jérôme Bonaparte à la toute fin de sa vie, qui lui donne les papiers, qui l'aide un peu, qui veut grosso modo plutôt être tranquille, mais qui est là quand même pour l'orienter et l'encourager dans son entreprise de publication. On pourrait citer également Edgar Quinet, qui explique dans son livre sur la campagne de 1815, qui est paru en 1862, qu'il a eu recours au fils du maréchal Ney. Donc le fils du maréchal Ney n'avait pas beaucoup de souvenirs de cette époque, mais pour réhabiliter son père, le fils Ney avait mené une enquête orale dans les années 1840 auprès d'acteurs majeurs de la bataille, dont Soult, le général Flao, le général Dejean, Drouet d'Erlon, et on retrouve tous ces entretiens du fils Ney dans le fond de la famille Ney aux Archives nationales. Et là aussi, ça nous donne un éclairage tout à fait intéressant sur des sources utilisées par Quinet et également de nouveaux témoignages à étudier sur Waterloo qui n'ont jamais été publiés in extenso. Donc il fallait jeter un coup d'œil dans le fond Ney pour comprendre comment Quinet a travaillé et pour retrouver tous ces témoignages. On peut quand même remarquer qu'à la toute fin de leur vie, juste avant de mourir, les derniers témoins de l'Empire se rendent compte que les historiens ne s'intéressent plus beaucoup à eux, principalement pour des questions méthodologiques, puisque l'histoire se transforme, l'histoire évolue, l'histoire est de plus en plus envisagée comme une science, avec une approche extrêmement positiviste. Et donc, beaucoup de jeunes historiens se méfient des témoins, ils jugent que les témoins ne sont pas très objectifs et ils préfèrent avoir recours aux archives qui commencent à s'ouvrir enfin aux chercheurs. Par exemple, au sein des manuscrits de Tocqueville, alors c'est vraiment des pattes de mouche, mais au sein des manuscrits de Tocqueville qui écrit son histoire sur l'Ancien Régime et la Révolution, Tocqueville qui a également un projet de livre inachevé sur l'Empire, on retrouve énormément de traces de ses lectures, de ses dépouillements bibliographique, de ses consultations d'archives, mais il n'y a quasiment pas de témoignage oral. Il a rédigé une petite liste de témoins que vous avez à l'écran, de témoins qu'il devait rencontrer, dont Molé et Paquier, mais ces derniers lui indiquent apparemment, quand il les rencontre, quels sont les livres qu'il devrait lire, et pas forcément, il leur donne pas forcément des souvenirs. Donc finalement, là, on a des témoins qui se mettent un peu en retrait et qui se disent que ce jeune historien ferait mieux de lire plutôt que de les écouter radoter. Et en réalité, certains témoins de la période se retrouvent beaucoup mis sur la touche car ils sont de plus en plus grincheux l'âge venant, de plus en plus revendicatifs qu'ils se retrouvent isolés. C'est le cas du général Flao. Flao qui, à la fin de sa vie, fait volontiers paraître des lettres ouvertes dans les journaux s'il lit des livres d'histoire qui lui déplaisent, qui écrit aux historiens ses souvenirs, ou en tout cas sa version des faits, et qui essaye d'imposer sa version de certains événements, notamment pour Waterloo, où il va écrire, comme je vous le disais tout à l'heure, à Thiers, en accablant beaucoup Ney. Flao va également pousser les descendants du prince Eugène à intenter un procès contre les éditeurs des mémoires de Marmont. Donc Flao est assez agressif, assez ronchon, et on comprend que les membres de la commission pour l'édition de la correspondance de Napoléon ont assez peu insisté finalement pour travailler avec lui, car Flao est plutôt partisan de censurer des lettres qui risquent d'aller à l'encontre de la légende. Donc là, on a vraiment un témoin qui échoue à s'envisager comme historien, à se projeter comme historien, à faire preuve de recul, d'objectivité, et qui se sent encore quasiment en 1815 à la toute fin de sa vie. Et finalement, comme les historiens ne s'intéressent plus du tout à eux, les tout derniers témoins de l'Empire vont se remettre à écrire, ils vont se plonger dans leurs souvenirs pour écrire leurs mémoires vraiment sur le tard. Par exemple, Charles de Rémusat va prendre la plume seulement au début de la Troisième République, donc 70 ans après les événements de la Révolution et de l'Empire.
il raconte ses souvenirs. C'est le cas également de la célèbre comtesse de Boigne, qui meurt en 1866, qui se justifie presque d'avoir écrit ses mémoires sur le tard, et elle explique ça par le besoin de vivre dans le passé, quand le présent est sans joie, et l'avenir sans espérance. C'est assez joli. Alors, que conclure de tous ces exemples et de la fréquentation de tous ces vieillards dont je vous ai parlé? Tout d'abord, on voit que la Révolution et l'Empire n'ont pas suscité forcément que des études d'historiens ou des mémoires. Donc cette partition dont je vous parlais n'est pas forcément opérante. La partition entre bibliographie d'un côté et sources imprimées de l'autre, il existe une autre catégorie de sources, c'est presque une zone grise, où l'on retrouve principalement les archives d'érudits, les correspondances, les notes, les brochures, donc des fruits d'un travail de lecture, d'un travail de critique, d'un travail de remémoration. Ce sont des documents qui permettent d'abord aux historiens actuels de mettre la main sur des témoignages inédits d'acteurs majeurs de la période. Évidemment, ce sont des témoignages qu'il faut critiquer, qui ne sont pas toujours objectifs, mais après tout, c'est le travail des historiens que de faire preuve d'esprit critique, mais ce sont quand même des témoignages qui parfois sont riches de renseignements sur cette période 1789-1815. Accessoirement, ce sont aussi des témoignages qui nous renseignent sur les pratiques de lecture, sur la réception critique de certains textes célèbres, sur la genèse de certains mémoires, de certains grands textes que l'on connaît. On comprend comment certains mémoires, comme je vous le disais, ont été écrits comme des réponses à d'autres mémoires ou à certains travaux historiques. Et enfin, en étudiant comment les historiens travaillent, on comprend quels sont les livres qu'ils utilisaient. On peut retrouver aussi des traces, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit de l'implication de Caulaincourt, soit de l'implication de Talleyrand, de l'influence de Marais, des coups de pouce de la reine Hortense, de Joseph notamment. Donc on comprend que ce sont quelques grands témoins qui ont donné la première impulsion à l'historiographie du Premier Empire, qui ont beaucoup influencé et renseigné bien sûr les premiers historiens, et ces souvenirs, donc cette mémoire humaine, a été utilisée comme une source primaire à une époque où les archives n'étaient pas encore classées, n'étaient pas encore consultables. Donc ces traces d'échanges entre témoins et historiens, qu'il s'agisse de correspondances, de notes de travail, ça nous permet d'étudier de manière très fine des conflits, des rapports de force qui émaillent la naissance de la légende napoléonienne, donc le conflit entre Caulaincourt et Marais, qui entretiennent, comme je vous l'ai dit, deux visions différentes de l'Empire, ou l'influence de Talleyrand, qui cherche à tout prix à se faire bien voir de la postérité, ou encore l'influence de Metternich, qui a beaucoup insisté, peut-être un peu trop chez Thiers, sur l'aveuglement de Napoléon en 1813. Donc là, je vous montre quelques-uns de ces grands vieillards. Buonarroti, dont je n'ai pas trop parlé, mais le tableau est absolument magnifique, et Talleyrand, bien sûr, par Ary Scheffer. Donc il n'est pas surprenant, finalement, de constater, en lisant les premiers historiens de la Révolution et de l'Empire, Capfig, Thiers, Michelet, que leur œuvre s'est construite beaucoup grâce à des échanges avec des témoins. Ces œuvres ont également été influencées par les rivalités entre témoins, par des omissions, par des mensonges, et étudier finalement ces rapports entre témoins et historiens, ça nous donne un autre aperçu de la genèse des grands travaux sur l'Empire écrits au XIXe siècle. Ça fait ressortir cette part d'oralité dans l'histoire napoléonienne, et on peut repenser finalement à tous ces vieux grognards comme celui que vous avez à l'écran qui racontaient leurs souvenirs. On peut repenser aux médecins de campagne de Balzac qui racontent la vie de Napoléon sur un mode un peu fantastique, un auditoire un peu crédule, et en définitive on peut mesurer tout le chemin accompli par les historiens actuels pour se détacher de la légende, pour réussir à séparer l'histoire et la légende. Et on mesure également toute la distance qui nous reste à parcourir en matière de découverte de sources et en matière de critique historique. Je vous remercie.